Allez, donc très bien, je vais effectivement aborder la question des examens à prescrire au cabinet, des résultats à en attendre et potentiellement des limites associées à ces examens. Vous avez ici mes différents liens d'intérêt. Et peut-être deux ou trois diapos pour rappeler le processus physiopathologique qui va être important à comprendre puisque ça va nous permettre de savoir ce qu'on va chercher exactement et rappeler qu'on est face à une pathologie infiltrative de dépôt fibrillaire qui va au niveau myocardique aboutir finalement de façon relativement simple à une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc c'est ce qu'on va potentiellement aller rechercher avec une dysfonction diastolique initiale, on l'a vu avec Pierre en a parlé, hein, une fraction d'éjection longtemps conservée, qui va être à l'origine d'une augmentation de l'UBNP, comme vous le voyez ici, et donc du coup d'un tableau d'insuffisance cardiaque essentiellement sur un mode diastolique, c'est-à-dire à fraction d'éjection préservée. Et si on reprend l'histoire naturelle de cette maladie, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a ces dépôts fibrillaires qui vont précéder de loin l'apparition potentiellement des symptômes, des hospitalisations, avec une fraction d'éjection longtemps conservée. Et puis, vous le voyez, des peptides natriurétiques qui vont s'élever, une troponine qui va s'élever un peu plus tardivement. Et d'ores et déjà, mais je ne développerai pas, un des premiers éléments qu'on peut prescrire, ça va être potentiellement ces biomarqueurs, ces peptides natriurétiques, cette troponine, qui vont être des marqueurs pronostiques et qui vont potentiellement aussi pouvoir nous aider à diagnostiquer cette pathologie. Mais vous le voyez, des marqueurs qui vont s'élever un peu tardivement dans le processus de la maladie. Alors, parmi les examens à prescrire, je pense qu'il faut diviser en deux parties. Il y a une première étape qui consiste à suspecter l'amylose, et vous allez voir que c'est extrêmement simple de suspecter l'amylose. Outre les paramètres qu'a rappelé Pierre, les paramètres cliniques, le canal carpien, la rupture des tendons bicipitaux et les points d'appel cliniques qui vont nous permettre de suspecter, eh bien, la plupart du temps, on va passer par l'électrocardiogramme. Alors, l'électrocardiogramme, il est relativement inspécifique, mais on va trouver quand même des éléments intéressants. L'aspect de pseudo-onde-cul nécrose, qui est relativement classique, qu'on va retrouver, qui est loin d'être systématique, mais qu'on peut retrouver de temps en temps, avec ici, vous voyez, une rotation axiale due à ce trou électrique en territoire antérieur, avec un axe gauche ici, des anomalies de la conduction, avec des blocs auriculo-ventriculaires relativement classiques et fréquents, des anomalies de la conduction intraventriculaire, avec des blocs de branche gauche généralement, mais aussi des blocs de branche droite, et puis la classique fibrillation atriale, qui est bien évidemment tout à fait spécifique, mais qui est très fréquente et à rechercher dans cette pathologie. Et donc, tout ça, c'est des choses qui vont nous faire évoquer l'amylose cardiaque. Et puis, Pierre en a parlé, ce microvoltage périphérique, qui est aussi quelque chose de tout à fait classique et qui est dû finalement, qui va être surtout très discordant avec les données d'imagerie, puisqu'on va se retrouver avec ce ventricule hypertrophique et ce microvoltage périphérique qui est dû à l'étouffement, en quelque sorte, de l'activité électrique par les dépôts fibrillaires au niveau du muscle cardiaque. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que ce microvoltage, il est tardif dans le processus et l'absence de microvoltage ne permet pas d'exclure le diagnostic, même de loin. Donc, encore une fois, le microvoltage doit nous faire suspecter l'amylose, mais il est tardif dans l'histoire naturelle de la maladie. Là, le deuxième examen qu'on va non pas prescrire, mais souvent faire au cabinet, et ça c'est essentiel puisque la suspicion d'amylose, en fait, vous allez voir, se fait sur très peu de choses. On a vu la clinique, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie suffisent, et donc vous allez voir les paramètres qu'il va falloir rechercher à l'échocardiographie. Donc, j'ai parlé d'hypertrophie ventriculaire gauche et contrairement à ce qu'on a pendant longtemps cru, cette hypertrophie, elle n'est pas forcément symétrique. À savoir qu'on sait maintenant, et c'est l'IRM qui nous l'a montré, qu'on peut avoir dans plus de 3/4 des cas une hypertrophie septale asymétrique, avec dans la plupart des cas une hypertrophie septobasale, ce fameux bourrelet septal, mais souvent une hypertrophie de tout le septum, qui peut être un peu discordante avec la paroi postérieure. Donc, ne pas être surpris sur une hypertrophie septale asymétrique et ne pas exclure la possibilité d'une amylose. Et puis cette fraction d'éjection, Pierre nous en a parlé, hein, elle est très longtemps conservée, vous l'avez vu dans l'histoire naturelle de la maladie. Et vous voyez ici sur cette cohorte, nos données, notre cohorte toulousaine, que dans la plupart des cas, on va avoir une fraction d'éjection préservée, voire modérément altérée, et que la dysfonction systolique survient un peu plus tardivement et un peu moins fréquente. Ce qu'on doit rechercher, c'est bien évidemment la dysfonction diastolique, mais on sait tous que cette dysfonction diastolique, et particulièrement sur des sujets âgés, va être très aspécifique et finalement, on va se retrouver très fréquemment avec des troubles de la relaxation relativement banaux, et ce qu'on cherche, les anomalies le trouble restrictif classique, est loin d'être systématique. Et ce qu'il va falloir retenir, c'est que c'est très dépendant des conditions de charge. Et à ce titre, le traitement diurétique va modifier le profil diastolique. Et donc, le profil restrictif, l'absence de profil restrictif ne permet pas d'exclure, encore une fois, le diagnostic.
Alors, ce qui peut être intéressant et ce qui a beaucoup aidé au diagnostic, c'est probablement le développement du strain ventriculaire gauche, ses paramètres de déformation. Et on sait que dans toute cardiopathie, eh bien, il existe une diminution de ce strain ventriculaire gauche. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'amylose cardiaque, il va prédominer au niveau des segments de la base et être relativement conservé à l'apex, créant une sorte de gradient entre la base et l'apex qui va être assez sensible et spécifique pour le diagnostic d'amylose cardiaque. Et vous avez ici l'aspect typique dit en cocarde, à savoir un strain apical conservé, un strain basal altéré, qui contraste avec les autres cardiopathies, donc en haut l'amylose et les autres cardiopathies, ici des cardiopathies hypertrophiques, des sténoses aortiques. Alors encore une fois, l'absence d'aspect en cocarde ne permet pas d'exclure le diagnostic, c'est un élément qui bien évidemment doit nous faire suspecter l'amylose, mais on peut voir des amyloses en l'absence d'aspect en cocarde, et je vous ai mis ici, excusez-moi la vidéo ne tourne pas, mais je vous ai mis ici un aspect typique, vous voyez, chez un patient hypertrophié, mais pas tellement que ça finalement. Alors, ce qui va être intéressant, ça va être potentiellement de cumuler la dysfonction diastolique et le strain en cocarde pour essayer d'avoir des arguments pour cette amylose. Et dans cette étude, ils sont partis sur une coupe apicale 4 cavités et ils ont comparé, en fait, ils ont fait un ratio entre le segment apical et le segment de la base. Et vous voyez, si vous avez un ratio supérieur à 2,1, eh bien, vous êtes capable de différencier les amyloses cardiaques par rapport au contrôle et par rapport à plein d'autres étiologies d'hypertrophie que sont le Fabry, que sont le Friedrich, etc. Et vous voyez que si vous cumulez ça à une dysfonction diastolique ici sous la forme d'une décélération, d'un temps de décélération de l'onde E à moins de 200 millisecondes, eh bien vous discriminez les amyloses cardiaques. Alors l'idée n'est pas de mesurer tout ça en permanence, mais d'avoir en tête que finalement on va chercher ce gradient base-apex et cette dysfonction diastolique. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que l'altération du strain, indépendamment de l'aspect base-apex, est un des éléments les plus fréquemment retrouvés avec la dysfonction, les anomalies de l'onde S endoplaire tissulaire. Et vous voyez, le profil restrictif et la diminution de la fraction d'éjection sont relativement minoritaires dans cette population. Alors, on va s'intéresser également sur cette échocardiographie au ventricule droit en recherchant une hypertrophie du ventricule droit qui doit nous faire suspecter un processus diffus et infiltratif avec souvent, vous le voyez sur une étude faite dans les amygdales, une dysfonction, une diminution du strain ventriculaire droit, donc une dysfonction systolique ventriculaire droite qui doit nous faire suspecter une amylose. Et puis, dernière chose classique, outre l'aspect dilatation des oreillettes, eh bien, l'épaississement des valves, qui est quelque chose de tout à fait classique et qui reflète le processus diffus infiltratif, mais quelque chose qui est loin d'être systématique, puisque vous voyez sur cette cohorte internationale la prévalence de l'épaississement des valves mitrales, aortiques et tricuspides. Donc, il existe récemment, ont été publiés des scores diagnostiques en échocardiographie pour faire ce diagnostic d'amylose. Ici, soit dans une population porteur d'une amylose AL dans lesquelles on demande à savoir s'il y existe une implication, enfin une atteinte cardiaque, soit dans une population référée en bas pour des hypertrophies ventriculaires gauche. Et vous voyez que les éléments les plus sensibles, ça va être le remodelage concentrique, ici l'aspect relatif de les épaisseurs pariétales rapportées au diamètre du ventricule gauche. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va avoir une hypertrophie qui se fait aux dépens de la cavité, la dysfonction diastolique avec le E sur E', le TAPS et le strain longitudinal. Et puis, dans une population avec hypertrophie ventriculaire gauche, les mêmes paramètres, avec peut-être en plus cet aspect, ce ratio base-apex, vous voyez ici avec une valeur seuil à 2,9. Et alors, sans connaître ce score par cœur, parce que finalement, c'est pas tellement l'intérêt du score, et vous verrez que je vous en parlerai d'un autre score par la suite, l'idée est de comprendre la philosophie, où finalement, on va essayer de cumuler ces différents paramètres, ce remodelage concentrique, cette dysfonction diastolique, cette dysfonction du ventricule droit, ces anomalies du strain, que ce soit dans la forme AL ou que ce soit dans la forme avec hypertrophie ventriculaire gauche. L'idée étant d'essayer de cumuler les arguments pour se dire je suis probablement face à une amylose cardiaque et donc je vais devoir pousser plus loin mon exploration. Ce qui est assez intéressant, et ce sera la petite parenthèse, si vous prenez cette étude où ils avaient regardé la charge amyloïde en mesurant le volume extracellulaire en IRM, vous voyez que la dysfonction diastolique, l'épaisseur, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les altérations du strain, ici en bleu, sont des paramètres très précoces qui surviennent dès le début de la maladie, alors que l'élargissement des oreillettes, les grosses dysfonctions diastoliques profondes, l'aspect en cocarde sont des paramètres
paramètres qui surviennent un peu plus tardivement dans la pathologie. Donc, encore une fois, pour faire un diagnostic précoce, eh bien, il faut savoir détecter les petites anomalies qui surviennent en début de pathologie, dont l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors en pratique, comment ça se passe? En pratique, je vous présente un autre score, c'est un travail qu'on avait fait, mais peu importe le score, il faut retenir la philosophie du score. L'idée étant de dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour suspecter l'amylose cardiaque. La clinique, l'électrocardiogramme et des choses simples en échocardiographie doivent permettre de suspecter cette amylose. Une pression artérielle basse chez des patients qui sont théoriquement, enfin, des fois hypertendus alors qu'on a dû arrêter les thérapeutiques, qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche alors qu'ils ne sont pas hypertendus, des troubles de la conduction avec un PR long, un microvoltage, une paroi postérieure épaissie, en tout cas, on a vu que ça pouvait être asymétrique, mais une paroi épaisseur également hypertrophiée, des anomalies de la diastole, une diminution du strain longitudinal et une diminution de ce strain longitudinal prédominant à la base. Et bien, s'il y a plusieurs de ces paramètres, eh bien, on doit pouvoir suspecter une amylose cardiaque avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Dans tous les cas, et c'est le message probablement qu'il faudra retenir de ce papier qu'avait publié Thibault de la cohorte Taos, qui est une cohorte internationale, il faut retenir qu'aucun des signes, qu'ils soient cliniques ou paracliniques, n'est systématique. Et finalement, c'est l'accumulation des arguments qui va nous permettre de suspecter le diagnostic. Et il ne faut pas s'attendre à systématiquement trouver un profil restrictif ou des anomalies caractéristiques. Et puis, la deuxième étape va être de confirmer cette amylose et de la typer. Et dans ces cas-là, théoriquement, et jusqu'à il y a peu de temps, eh bien, ça devait systématiquement passer par l'histologie. Et je crois qu'il faut retenir qu'on n'a pas encore renoncé à l'histologie. Ceci étant dit, on a vu l'avènement de la scintigraphie osseuse et on sait aujourd'hui qu'on peut faire le diagnostic d'amylose cardiaque grâce à la scintille osseuse avec, vous voyez, 4 grades, un grade 0 qui correspond à l'absence de fixation cardiaque du traceur osseux, un grade 1 qui correspond à une fixation modérée inférieure à celle de l'os, un grade 2 avec une fixation intense au moins égale à celle de l'os, un grade 3 avec une fixation intense et une disparition de la fixation osseuse et parfois d'ailleurs un rehaussement des tissus mous. Et vous voyez que là, on a une progression de la maladie et donc cette scintigraphie osseuse va être intéressante pour faire un diagnostic d'amylose cardiaque. Et c'est pour ça qu'en 2016, eh bien, est sorti cet algorithme peut-être un peu barbare comme ça de premier abord, qui nous dit que pour la première fois, eh bien, on pouvait faire un diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine sans avoir à recourir aux biopsies. Alors cet algorithme, il y a 2 éléments essentiels et je vais me permettre de m'arrêter dessus, que sont la scintigraphie osseuse et la recherche d'une gammapathie monoclonale. Et j'aime pas tellement cet algorithme parce qu'il met la scintigraphie osseuse en premier, après avoir bien sûr suspecté sur des données cliniques échocardiographiques, pourquoi pas IRM, l'amylose cardiaque. Et je préfère de loin cet algorithme qui met en premier la recherche d'une gammapathie monoclonale, élément essentiel, vous allez voir, parce qu'en présence d'une gammapathie monoclonale, eh bien, on ne pourra pas trancher entre une amylose à L et une amylose à transthyrétine. Donc, je me permets de montrer cette étude italienne où vous avez les amyloses à L en rouge et les amyloses en transthyrétine en noir. Et vous voyez que les amyloses à transthyrétine vont systématiquement donner un grade 2 ou 3 à la scintigraphie osseuse, alors que les amyloses à L vont donner majoritairement des grades 0, c'est-à-dire une absence de fixation du traceur osseux, mais dans quelques cas des grades 1 et parfois des grades 2. C'est-à-dire qu'une scintigraphie osseuse normale n'exclut pas la possibilité d'une amylose à L, et la positivité d'une scintigraphie osseuse ne permet pas d'exclure qu'il y ait une amylose à L, puisque vous le voyez, de temps en temps, il y a une fixation intense du traceur osseux. Et c'est pour ça qu'il faut systématiquement compléter ce bilan, ou même avant de faire la scintigraphie osseuse, il faut faire un dosage des chaînes légères libres sériques et une immunoélectrophorèse des protéines sériques et urinaires pour écarter une gammapathie monoclonale. Et on aura peut-être l'occasion d'en discuter puisqu'il y a la problématique en cabinet de la réalisation des chaînes libres sériques, puisque ça relève d'une prise en charge par le patient et ce n'est pas remboursé, donc on pourra en discuter. En cas d'anomalie, il faudra alors adresser le patient à un centre expert pour compléter le bilan par la réalisation de biopsies essentiellement. Alors la problématique est que la gammapathie monoclonale de signification indéterminée est relativement fréquente dans la population générale. Elle est de l'ordre de 3% après 50 ans, vous le voyez, mais elle augmente avec l'âge et particulièrement chez les hommes, et donc c'est typiquement le profil que nous a décrit Pierre, des patients avec une amylose cardiaque à transthyrétine. Donc, retenir qu'en cas d'anomalie en cas de gammapathie monoclonale, eh bien, il faudra référer à un centre expert parce que dans ces cas-là, il faudra réaliser des biopsies et on sera dans l'impossibilité de typer cette amylose cardiaque sur les seules données de la scintigraphie osseuse.
Alors, vous voyez que dans cette présentation, j'ai pas tellement parlé de l'IRM parce que selon moi, finalement, sur les simples données cliniques et électrocardiographiques et échocardiographiques, eh bien, on doit pouvoir suspecter l'amylose et théoriquement, on ne devrait pas avoir recours à l'IRM. Ceci étant dit, quand on est sur une cardiomyopathie de diagnostic incertain, eh bien, c'est potentiellement là où l'IRM peut avoir sa place. Et effectivement, l'IRM montre d'excellents résultats pour le diagnostic d'amylose cardiaque avec une très bonne corrélation entre les dépôts fibrillaires et le rehaussement tardif en IRM. Et puis avec cet aspect typique de rehaussement tardif sous-endocardique, circonférentiel, que vous voyez ici sur des cardiopathies hypertrophiques. Et là, on est typiquement dans un cas d'amylose cardiaque. Alors, il faut quand même retenir qu'il existe des rares situations où il n'y a pas de rehaussement tardif et il y a une telle variabilité des dépôts fibrillaires que ce rehaussement tardif n'est pas tout le temps systématique et peut poser des problèmes diagnostiques. Donc, retenir qu'il y a une certaine variabilité du rehaussement tardif avec un rehaussement tardif qui va être proportionnel à la charge amyloïde au niveau de ce myocarde, qui va être initialement plutôt sous-endocardique et parfois qui va envahir l'ensemble du myocarde. Et on a ici la plus-value des séquences T1 mapping qui vont nous permettre de quantifier le volume extracellulaire. Ce sont des séquences relativement techniques, mais qui se développent de plus en plus, qui vont permettre de quantifier le volume extracellulaire et donc, à mon sens, qui sont essentiellement intéressantes pour connaître la charge amyloïde et pour potentiellement suivre le patient. Et vous voyez l'impact pronostic du volume extracellulaire ici sur ces courbes de Kaplan-Meier. Donc, selon moi, une IRM qui est assez intéressante, et en tout cas dans ma pratique que je positionne pour le suivi des patients, pour explorer le pronostic, mais pas tellement dans la phase diagnostique. Donc, si je devais faire une synthèse de tout ça, eh bien, et pour reprendre ce qu'avait montré Pierre, on va déjà essayer de cibler la population. On est face à une population souvent âgée, mais pas systématiquement, qui va présenter une hypertrophie ou une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, chez qui on va avoir des drapeaux rouges qui doivent nous faire un peu évoquer l'amylose. On va la suspecter sur les données cliniques, électrocardiographiques et imagerie en retenant qu'il n'y a jamais un seul paramètre et que c'est véritablement le cumul de ces arguments qui va nous permettre de suspecter la maladie. Donc vraiment une pathologie de clinicien. Et puis on va devoir ensuite confirmer cette pathologie et donc dans ces cas-là prescrire rechercher une gammapathie monoclonale au travers de la prescription du dosage des chaînes légères libres sériques et de l'immunofixation des protéines sériques et urinaires. Et puis en absence de gammapathie monoclonale, eh bien ce sera la scintigraphie osseuse qui va nous permettre de faire le diagnostic, puisque la fixation du traceur osseux en l'absence de gammapathie monoclonale permet de poser le diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine. Mais en présence d'une gammapathie monoclonale et en l'absence de fixation, ou quand bien même il y aurait une fixation, eh bien il faudra suspecter une amylose à elle, et dans ces cas-là, il faudra recourir aux biopsies qui sont indispensables. Et je terminerai avec cette diapositive qui reprend exactement la conclusion de Pierre précédemment, à savoir on ne trouve que ce qu'on cherche. Et j'aimerais vous montrer cet article du New England Journal of Medicine de 2004, qui est un état de l'art sur l'insuffisance cardiaque diastolique, qui est l'ancien nom de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et en 2004, date de parution de cet article, eh bien, si vous cherchez dans l'article, il n'y a pas une seule fois mention d'amylose cardiaque. C'est-à-dire qu'en 2004, l'amylose cardiaque n'était pas considérée comme un des diagnostics d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et pourtant, Philippe Charron vient de nous rappeler que c'est 13% de cette population. Eh bien, je vous ai mis ici l'illustration de l'article. Et si vous regardez sur la droite, eh bien, c'est une amylose cardiaque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les auteurs ont illustré leur article en mettant une amylose cardiaque sans même le savoir. Donc, la première chose, c'est probablement de penser à l'amylose cardiaque si nous souhaitons améliorer le diagnostic.